Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'es probablement fixé comme objectif de perdre du poids, de perdre du gras ou tout simplement d'effectuer une recomposition corporelle. Tu as même probablement déjà essayé de perdre du poids mais ça n'a jamais réussi et ce pour une simple et bonne raison, c'est que les régimes à long terme ne fonctionnent pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet et pour que tu comprennes les choses, prenons une étude de 2009 qui avait pour but d'évaluer le poids des participants 6 ans après la fin de l'émission The Biggest Loser, une émission de télé qui avait pour but la perte de poids. Sur les 14 personnes ayant participé à l'étude, une seule personne avait maintenu son poids 6 ans après l'émission et 5 des 14 sujets avaient même repris tout leur poids. 2 des 14 participants pesaient même plus lourd qu'avant le début de l'émission et si on résume ça, la moitié des sujets avaient au moins repris tout leur poids. De la même manière, cette revue systématique de 2020 a rassemblé les résultats de 8 études distinctes sur la perte de poids et a constaté que bien que toutes les études aient pu induire une perte de poids pendant une période de régime, elles ont toutes également constaté une reprise de poids moyenne après la fin du régime ou afin la perte de poids. Certaines études montraient même un dépassement du poids initial. Et toutes ces études ne démontrent qu'une seule chose, c'est que les gens ne réalisent souvent pas que perdre du poids pour une période temporaire, comme par exemple rester sec sur la plage, un mariage ou bien une séance photo, est un objectif différent avec un ensemble de stratégies différents de celui de devenir mince, sec et de le rester à long terme. Dans cette vidéo, je vais donc te donner toutes les clés pour réussir à perdre du poids, mais surtout à maintenir ce poids et de ne pas le reprendre sur du long terme. Mais avant que je te donne toutes les clés pour réussir ta perte de poids, laisse-moi redéfinir les bases. Une perte de poids se réalise lorsque tu consommes moins de calories que tu n'en dépenses, c'est ce que l'on appelle communément un déficit calorique. Pour que ce soit plus simple à comprendre pour toi, visualise ton corps comme une sorte de vase communicant. Des calories entrent et des calories sortent. Les calories entrant dans ton corps correspondent à ton apport alimentaire, tandis que les calories qui sortent de ton corps, et donc que tu dépenses, sont au nombre de 4. Il va y avoir ton métabolisme de base, qui sont les calories que ton corps brûle en étant au repos pour faire fonctionner tes organes vitaux. L'activité liée à ton activité physique, ça peut être ta séance de musculation, ta séance de course à pied, ou bien le yoga que tu fais tous les week-ends. En troisième lieu, on a le NEAT, qui est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, et qui correspond à l'ensemble des calories que tu dépenses hors activité physique, donc c'est-à-dire te lever, t'asseoir, bouger les bras, étendre les linges. En dernier lieu, nous avons l'effet thermique des aliments, qui correspond au petit nombre de calories que ton corps brûle en digérant les aliments que tu consommes. Prenons un exemple. Pour maintenir ton poids, tu as besoin de 2000 calories. Ce jour, tu en consommes 2500, ce qui signifie que tu as un surplus de 500 calories. Mais si au lieu d'en consommer 2000, tu en as seulement mangé 1500, alors tu seras en déficit de 500 calories pour la journée. En maintenant ce déficit de 500 calories, tu perdras en théorie 500 grammes par semaine, ce qui est largement atteignable pour la plupart des personnes. En théorie, perdre du poids est relativement simple, mais c'est une partie que beaucoup de personnes négligent. Un autre point notable est que lorsque tu perds du poids, le nombre de calories que tu vas dépenser diminue. Ici, on parle d'adaptation métabolique. Je t'explique. À mesure que tu perds du poids, ton corps devient de plus en plus léger et donc tu ne brûles pas autant de calories qu'en temps normal. En fait, ton corps devient tout simplement moins efficace sur le plan énergétique. Par exemple, tu consommeras moins de calories sur les activités hors sport, l'ensemble des mouvements qui vont être involontaires, ou bien sur les calories consommées lors de ta digestion. En somme, un déficit calorique de 500 calories avec lequel tu as commencé ta perte de poids ne sera pas un déficit calorique de 500 calories quelques semaines ou mois plus tard. Afin de continuer à perdre du poids et contrôler l'adaptation métabolique, tu devras donc réduire un peu plus tes calories et accepter que parfois perdre du poids, ça demande un peu plus de temps que prévu. Pour mener à bien ce dernier, tu vas devoir te baser sur 3 composantes essentielles. 1, bien évidemment le déficit calorique pour perdre du poids. 2, avoir un entraînement avec une surcharge progressive et qui est la musculation. 3, suffisamment de protéines dans ton corps pour soutenir ta masse musculaire. En soi, tout ce qui concerne la fréquence des repas, le timing alimentaire ou bien encore le choix des aliments n'aura pas une importance significative dans ta perte de poids. Concentre-toi sur tes préférences personnelles, mais également manger des aliments les plus bruts possibles. Voilà donc les bases pour mener à bien ta perte de poids. Sauf que, comme je t'ai expliqué juste avant, la plupart des personnes se tournent vers des stratégies court terme pour essayer d'éliminer le surplus de graisse le plus rapidement possible. Elles veulent obtenir des résultats visibles en faisant le moins d'efforts possible, ce qui, comme tu l'auras compris, n'est pas viable dans le temps. Oui, bien évidemment que tous les régimes à la mode entraîneront une perte de graisse à court terme, c'est ce qui les a rendus notamment si populaires en premier lieu, mais les régimes hypocaloriques sévères ont tendance à entraîner plus de perte de muscle et une prise de poids ultérieure. En effet, t'isoler des autres, refuser les sorties pour ne pas risquer de reprendre du poids peut t'aider à prolonger le déficit calorique, mais risque de détériorer tes relations et rendre le régime insoutenable, menant généralement à des craquages, ce que l'on appelle communément
des cheat meals. Donc si tu veux non seulement perdre du poids, mais également rester sec, tu dois donc adopter une approche différente. Plusieurs stratégies pour perdre du poids et le maintenir sur du long terme sont possibles. La première, c'est la patience. C'est celle que je te recommande et celle qui sera la plus longue sur la durée. En effet, plus le régime sera lent et moins tu auras l'impression de faire un déficit calorique. La science de la perte de poids veut qu'en général, on perde environ 0,5 à 1% de poids de corps par semaine lorsque tu perds du poids. Imaginons que tu pèses 75 kg et que tu veuilles atteindre 70 kg. Cela revient environ à perdre entre 300 et 750 grammes par semaine. Autrement dit, si tu veux perdre 5 kg, cela devrait te prendre environ 10 à 20 semaines pour y arriver. Pour atteindre l'objectif d'environ 0,5 à 1% de ton poids corporel par semaine, il est essentiel de créer un déficit calorique d'environ 20% à ce que tu consommes habituellement pour maintenir ton poids actuel. Pour ce faire, soit tu peux commencer par déterminer le nombre de calories nécessaires pour maintenir ton poids, puis réduire cette quantité de 20%. Cela signifie que tu consommeras moins de calories que ton corps a besoin pour maintenir ton poids, ce qui encourage évidemment la perte de poids progressive. Si tu ne sais pas comment calculer ta maintenance calorique, je te mettrai à disposition mon calculateur de métabolisme à la fin de cette vidéo pour calculer efficacement tes calories. Cela te permettra d'obtenir une estimation plus précise de la quantité de calories dont tu as besoin pour maintenir ton poids actuel. Cependant, si traquer tes calories ne te convient pas, tu as toujours la possibilité de te concentrer uniquement sur ton poids et sur tes pesées quotidiennes. Ainsi, en faisant des choix alimentaires intuitifs et en optant pour des aliments à faible teneur en calories, la plupart du temps, tu peux également progresser vers ton objectif de perte de poids. Pour certaines personnes, cette approche simple suffit à obtenir des résultats positifs. D'un autre côté, si tu souhaites explorer d'autres méthodes, le jeûne intermittent, par exemple, se révèle extrêmement utile. Il s'agit d'une approche alimentaire qui alterne entre les périodes de jeûne et les périodes alimentaires. Mais attention à ne pas pratiquer le jeûne intermittent comme l'idée de sauter un repas, mais plutôt de concentrer sa fenêtre alimentaire sur une période plus courte. Enfin, si tu préfères une approche moins stricte, tu peux suivre de manière approximative la consommation de calories et de protéines en te souciant moins des chiffres concernant les glucides et les lipides. Par exemple, si tu consommes un aliment pour lequel il est difficile précisément d'estimer les macronutriments, tels qu'une pizza ou des sushis, tu peux simplement estimer ce qu'il contient de manière générale, ce qui te permettra de continuer à progresser vers tes objectifs. En fin de compte, quelle que soit la méthode que tu choisis, le suivi alimentaire ne devrait pas te prendre beaucoup de temps, seulement environ 5 minutes par jour. Cela te permettra de mieux comprendre ce que tu manges et d'ajuster tes habitudes alimentaires pour atteindre tes objectifs de perte de poids de manière efficace. Il est essentiel de comprendre et de prendre en compte un aspect crucial. En plus de t'accorder suffisamment de temps pour atteindre un poids qui va être plus léger, il est tout aussi important de te fixer un objectif final réaliste. En fait, c'est tout simplement la méthode SMART. Quelle que soit la vitesse à laquelle tu décides d'aller, il est irréaliste de s'attendre à maintenir un taux de masse grasse à 6% ou à 4% tout au long de l'année. À un moment donné, ton sommeil, ta libido, ton niveau d'énergie et même ton humeur connaîtront une baisse significative. Et la seule chose qui, à ce moment-là, occupera tes pensées sera la nourriture. Même si, par un quelconque miracle, tu réussissais à maintenir un tel taux de masse grasse corporelle toute l'année, il est important de réaliser que ça ne constituerait pas un mode de vie sain ni souhaitable. En règle générale, la plupart des hommes peuvent s'attendre à maintenir quelque chose entre 10 et 20% de graisse corporelle, tandis que les femmes, la plage réaliste tend à être comprise entre 18 et 28% de masse grasse. Encore une fois, l'élément essentiel est que si tu essaies de maintenir un taux de masse grasse plus fine que ta plage génétique de taux de masse grasse corporelle, ce sera très difficile pour toi de le maintenir, même si tu fais tout correctement. Et la deuxième stratégie à long terme implique l'utilisation d'habitudes pour simplifier ton régime alimentaire autant que possible. Peu importe à quel point tu te sens motivé aujourd'hui en regardant cette vidéo, ta motivation finira indéniablement par baisser. Quand cela se produira, et cela arrivera, je te le garantis, si tu n'as pas développé les bonnes habitudes, tu risques probablement de t'écarter du bon chemin. Donc c'est pour ça que je t'invite à passer en pilote automatique, ainsi tu n'auras plus à craindre de reprendre les mauvaises habitudes que tu avais avant. Ce qui nous amène au deuxième point, comment rester sec pour toujours. Dans cette dernière partie, je souhaiterais te partager quelques-unes de mes techniques de développement d'habitudes préférées que tu peux utiliser pour simplifier grandement ta vie dans ces dernières étapes où la plupart des gens se trompent et font l'erreur. La première technique de développement d'habitudes s'appelle ce que j'appelle le regroupement de la tentation. Cela consiste à associer une activité que tu fais déjà et qui te procure du plaisir avec une activité qui soutient ton objectif de perte de poids. Personnellement, par exemple, j'adore écouter des podcasts ou appeler mes amis. Donc ce que je fais, c'est que dès que je peux me déplacer et aller marcher, j'en profite pour appeler mes amis ou bien pour écouter un podcast qui me permet de développer mes connaissances. Je peux le faire soit en allant marcher dehors ou bien sur le tapis à la salle de sport. Si par exemple, préparer tes repas de la semaine t'énerve mais qu'au contraire, écouter des podcasts te plaît, profite de ce temps de cuisine pour écouter ton podcast préféré et donc lier une tâche qui va être non agréable avec une tâche que tu aimes faire. Ainsi, le but pour développer une habitude est d'aligner ton quotidien avec tes objectifs. Si tu sais que tu ne peux pas te contenir lorsque tu achètes du Nutella, pourquoi en acheter? Ou bien si tu as tendance à manger sous le stress la nuit, garde des activités de soulagement de stress, par exemple jouer de la guitare, lire des livres, jouer un casse-tête
internet, jouer à des jeux vidéo, et tout ça à portée de main pour les utiliser comme moyen de soulagement du stress à la place de te ruer vers la nourriture. De la même manière, si tu as tendance à rentrer directement chez toi le soir parce que tu dois prendre tes affaires avant d'aller à la salle de sport, prépare-les en amont et amène-les avec toi au travail le matin pour être sûr de ne pas avoir cette excuse et de ne pas louper ta séance de sport parce que tu n'as pas tes affaires. Ainsi, si tu appliques toutes les techniques que je t'explique dans cette vidéo, ou bien même que tu en réalises la plupart, tu atteindras ton objectif, crois-moi. Et comme je te le disais, une fois l'objectif atteint, il te faudra planifier un plan pour la suite. Et c'est cette deuxième partie que la plupart des gens négligent. Je vais donc te donner les 2 erreurs à ne pas commettre pour que tu puisses atteindre ton objectif de perte de poids. La première est probablement la plus courante, et lorsque les gens ont terminé leur régime, ils n'ont plus aucun plan pour la suite. Dans ce cas, à mesure que la motivation diminue, ils retournent à leurs anciennes habitudes alimentaires et reprennent progressivement du poids jusqu'à ce qu'ils reviennent finalement au poids de départ. Et la solution est ici assez simple, il te suffit d'avoir un plan après ton régime, après ta perte de poids, et nous en parlerons dans un instant. La deuxième erreur qui est la plus courante parmi les amateurs de fitness et qui est plus, elle, axée sur la science, et qui est la reverse dieting. Si tu ne sais pas ce que c'est, la reverse diet consiste simplement à augmenter progressivement ton apport calorique depuis ton déficit jusqu'à tes calories de maintenance, et ce sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et cela peut être tout aussi problématique que la première erreur puisque tu prolonges inutilement le régime en te maintenant affamé plus longtemps que nécessaire et finis par épuiser, tu l'auras compris, ta volonté et ta motivation. Et même si je sais qu'aujourd'hui c'est la mode de faire un reverse diet sur les réseaux sociaux, je ne te le recommande pas réellement dans le cadre d'un plan post-régime. À la place, je te recommande de passer immédiatement à tes nouvelles calories de maintenance, parce que si tu n'as plus d'objectif de perte de poids, pourquoi rester en déficit calorique? Si tu ne fais plus de régime, tu devrais te maintenir et te concentrer sur ton nouvel objectif qui est de maintenir. Le processus en soi n'a pas besoin d'être long et fastidieux, il te suffit de surveiller la tendance de ton poids moyen de semaine en semaine, et si tu continues plus ou moins à maintenir ton poids, il peut être intéressant d'ajouter des calories supplémentaires. Et la raison pour laquelle je ne te conseille pas une reverse diet, c'est que si tu peux manger plus, tu te sentiras moins restreint et ça facilitera bien évidemment le maintien de ton poids. Manger davantage améliore également tes performances à l'entraînement, ce qui est toujours une bonne chose, surtout si tu envisages de passer à une phase de prise de masse après ta sèche. À titre d'exemple, le fait de te peser régulièrement est associé à une meilleure maintenance à long terme du poids dans la littérature scientifique, et ce comportement en lui-même t'aidera à rester fidèle à ton nouvel objectif de maintien. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu dois te peser tous les jours, mais je te recommande de te peser au moins 2 à 3 jours par semaine pendant une phase de maintien, tant que cela ne te cause pas de stress émotionnel, même si il est possible de se peser tous les jours pour avoir une habitude qui va être plus ancrée. Cela dépendra bien évidemment du rapport que tu as avec ton corps, mais également avec la balance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je te le disais tout à l'heure, déroule le lien de cette vidéo pour accéder à mon calculateur de calories gratuitement. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo si tu as apprécié cette dernière. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Maëlys. Ciao!